Bienvenue dans la question noire. Cette émission a pour objectif d'explorer les questions politiques qui traversent les différentes communautés noires et ce d'un point de vue communautaire et afro-décolonial. Les différents invités, militants, intellectuels, hommes et femmes de terrain, s'inscrivent dans la très riche et foisonnante tradition politique et intellectuelle noire, un héritage qui continue de s'enrichir et de se développer à ce jour. Ainsi, l'actualité de cette inventivité politique, tant théorique que pratique, des communautés noires, tranchera avec la nécrophilie actuellement hégémonique quand il s'agit d'aborder les questions noires. Il s'agit en effet de prendre à contre-pied la fétichisation des figures tutélaires noires mortes, à qui on a fait dire tout et surtout n'importe quoi, jusqu'à effacer leur noirceur et négritude pour satisfaire un universalisme négrophobe. Au fil des émissions à venir, chacun de nos invités sera amené à explorer avec nous la conscience politique noire afin d'essayer d'en dessiner les contours et d'en définir les traits. La question noire. Dans la première partie de notre entretien, nous avons écouté nos invités nous donner leur définition du terme afro-décolonial. Dans cette deuxième partie, ils nous diront comment cette perspective peut s'appliquer et comment elle s'applique dans différents domaines tels que la philosophie, la politique et l'économie. Une approche afro-décoloniale en philosophie, ça implique tout d'abord de changer un petit peu notre perspective et changer notre lecture, changer notre corpus, changer notre canon, comme disent les Américains, c'est-à-dire changer ce qu'on lit, la manière dont on lit, etc. En philosophie, pour moi, ça a été une espèce de processus de... Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question raciale, cette question coloniale, j'ai d'abord, forcément, d'une certaine manière, naturellement, parce que c'est ce qui est enseigné en Europe, j'étais amené à aller chercher cette question chez des auteurs comme Hannah Arendt, chez des auteurs comme Foucault, chez des auteurs comme Deleuze, disons, les auteurs du XXe siècle. Et à chaque fois, je me heurtais à ces textes-là, que j'abordais en toute bonne foi, avec le désir d'obtenir des réponses à mes questions. Et je me heurtais à soit la négrophobie implicite ou explicite de certains auteurs, comme c'est le cas chez Arendt, ou bien une espèce d'incompréhension, une impossibilité de penser les questions de manière rigoureuse, chez un Foucault, par exemple, chez un Deleuze. Et c'était très étonnant parce qu'autour de moi, je voyais énormément de personnes, des universitaires blancs, des jeunes universitaires blancs qui spammaient sur ces textes, qui trouvaient ça formidable. Je lisais des articles où les gens commentaient ça comme si c'était absolument intéressant, absolument vrai, absolument utile pour comprendre la situation coloniale et sa continuité aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire, c'était mettre ça en échec. C'était trouver les mots, trouver les méthodes, trouver les outils pour expliquer pourquoi tous ces auteurs-là, qu'on porte au pinacle, en réalité, euh, n'ont rien à dire sur la question, déforment les choses, et pour ça, il a fallu que je me tourne vers des penseurs noirs eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire finalement se sourcer en soi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des valeurs et des ressources propres? Ça veut simplement dire que nous faisons droit à nos sociétés, à nos acteurs économiques, pour parler un peu comme ça, et bien de reprendre déjà, de partir de leur propre base, c'est-à-dire des savoirs qui leur sont endogènes, ce que j'appelle souvent les savoirs, les ressources stratégiques idiosyncrasiques, c'est-à-dire des ressources que vous avez en vous, dans votre environnement, et que quelquefois, au moins provisoirement, vous les avez d'une façon que d'autres ne pourraient pas les avoir. Aujourd'hui, on a l'actualité du Covid qui met en avant l'existence quand même d'un certain nombre de solutions endogènes qui ne sont pas nécessairement parfaites, mais qui
solutions qui permettent aux gens de vivre, c'est par exemple les ressources de la pharmacopée. Là, je parle évidemment de l'aspect sanitaire, mais il y a une économie aussi derrière, ou plutôt devant, ça dépend comment on voit. Donc il y a la mobilisation des ressources endogènes comme étant quelque chose de relativement prioritaire. Les ressources, les savoirs en matière d'agroécologie. On a aujourd'hui toute une économie vivrière qui a été mise en régression de fait par la pénétration coloniale, qui a désindustrialisé l'Afrique et qui a limité le plus possible l'utilisation de ces ressources pour les Africains, bien évidemment. Eh bien, ces ressources-là sont des ressources à partir desquelles les Africains peuvent reconstruire déjà une partie de leur autosuffisance, ne serait-ce qu'alimentaire, leur autosuffisance sanitaire. Et puis, on a tout un terrain favorable aujourd'hui à des technologies qui pourraient être des technologies hybrides ou intermédiaires. You notice you can almost never talk about African politics today without people talking about development. And that already tells you something problematic about a colonial mentality. You see, I'm very critical of the way a lot of people talk about the notion of modern, okay? And there are a lot of writings. In Nigeria, for instance, Olufemi Taiwo has written on this issue. There are others, Kwasi Rudo in Ghana, Kwame Chiche, Atuse Cheatu. The list is just very long. Kero in Zegwo, Ibu in Nigeria, Arenke Oyeyumi. There are many others, right? The reason I bring up their names is also, I think it's important in contexts like these for people to be aware that there are African intellectuals who are actively engaged in these questions, you see? And there's always a danger of us duplicating the colonial relationship through simply looking for Africans for the experience, but looking for Europeans for the theory, for the thought to bring to the experience. I talked about this in a book I wrote called Existentia Africana, because that creates a form of epistemological or knowledge dependency, okay? So if we come to the question of African politics, there's a similar duplication, right? And this is what T.K.R. Shipman brought up in her book, especially the way she talks about ownership in Africa, okay? Because the idea is that Africans can own the suffering, but only Europeans can own the solutions. And that already is a colonial relationship, because it could be that the avowed, the claimed European solutions are one of the ways in which the suffering is produced. And this is what Fanon argued as well, okay? When Fanon looked around Africa and African politics, he saw this problem. So if we look in terms of contemporary African politics, one problem is the very concept of modern was hijacked by colonialism. The way it was hijacked is that when most people talk modern, they simply mean by modern how to become a European. So it turns Africans into imitators, as if it were, just puppets of Europe. So that's the first part. But one of the reasons this happens is because of a very problematic conception of history. The problematic conception of history is history only occurs wherever Europeans go. You see? So as long as Europeans are not there, there's no history there. And if Europeans come in, even as butchers, as conquerors, now there's history. The problem with that then is it's as if Africans are looked at as just sitting in an ahistorical, a non-historical world doing nothing, just waiting for Europeans to arrive with the light of history and modernization. However, all the word modern means is from the word modus, which means to belong to the present. That's all it means. And if we understand that, if we look in antiquity, in the ancient times, there were always modern peoples, many modern peoples. And if we go to the earliest
all the great revolutions of early times, most of them took place on the African continent. Je dis pas ça pour dire que ces auteurs-là sont absolument nuls, absolument pourris, et qu'il faut pas les lire. C'est absolument pas ça ma question. Ils ont des choses à dire sur ce qu'ils connaissent, ils ont des choses à dire sur ce qu'ils comprennent. Mais lorsqu'ils parlent de la question noire, lorsqu'ils parlent de la question coloniale, ils sont envahis par des crampes mentales qui font qu'ils ne comprennent pas la négrophobie, ils ne comprennent pas le racisme, ils sont obnubilés, par exemple, par la question juive, et ils lient tout au prisme de la question juive, au prisme du génocide, au prisme du nazisme, ce qui fait que le colonialisme n'apparaît que comme une version affadie de ce crime des crimes, de ce crime absolu qui est censé être le crime de génocide du XXe siècle avec la destruction des Juifs d'Europe, ce qui rend complètement impensable, à partir du moment où ça devient ça le baromètre de la violence sociale et politique, la question de la traite transatlantique devient proprement impensable. Et nous avons là toute une bibliothèque de textes qui ne sont d'aucune utilité pour penser la négrophobie et pour penser l'histoire coloniale. You know, there's a European Jewish physicist who became an anthropologist. His name was Franz Boas. And I'll bring up a little story here. W.B. Du Bois, who's the very famous African-American sociologist, philosopher, the list is on, historian, etc. He invited Franz Boas to give the commencement, address the graduating class at Atlanta University. And this was back at the beginning of the 20th century. And the boys wanted Franz Boas to speak on race. And Boas said, you know, the students are smart. They can read. I've read a lot of race. They could read my writings. He said, I want to talk on African history. And the boys were shocked. He said, African history? Because remember, the attitude by the end of the 19th century was that Africa had no history. The idea was Africans were just in the jungle, not thinking, not doing anything. And they wrote novels and all kinds of stereotypic things. And Franz Boas says, yes, I want to talk about African history. And Du Bois, you know, was shocked to hear this. And Franz Boas says, look, you know, Europeans as a dominating people in the human species, that's very recent. It's just a few hundred years. Humanity has been around, you know, about 200,000. Now, some people say 300,000 years. So the idea that we're going to make such a big deal about the past 500 years or even the past 2,000 years, most of everything from fire to writing to building to medicine to soap to combs, all of this happened in Africa. So once we begin to understand it, Africa was the most modern place there was. Par exemple, l'utilisation de matériaux locaux dans la construction. Chaque fois que je discute avec des amis architectes, eh bien, ils me sortent 15 000 exemples possibles de constructions qui seraient à la fois moins chères, donc accessibles au plus grand nombre, et puis qui sont en lien avec l'environnement écologique dans lequel ils s'inscrivent naturellement. C'est vraiment la chose la plus naturelle. Donc on a des matériaux locaux qu'on ne va pas utiliser dans la construction alors que c'est possible de le faire et que c'est moins coûteux de le faire. Et d'ailleurs, on a des savoir-faire pour ça. Ça ne veut pas dire que ce sont des savoir-faire fixes. Ils sont toujours en évolution avec ce qu'on trouve, ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, avec aussi les différentes configurations urbaines, rurales, qui évoluent avec le temps. Mais donc la première application, c'est la mobilisation des ressources endogènes. Parmi les ressources endogènes, il y a les ressources purement traditionnelles. Comme vous savez, si je ne prenais que la filière
du karité, par exemple le beurre de karité qui est connu depuis l'Antiquité africaine tout au moins. Aujourd'hui, les Africains sont devenus simplement des exportateurs de matières premières, alors qu'on aurait pu travailler à aller à la transformation. Et donc, de ce point de vue, vendre quand c'est nécessaire, exporter quand c'est nécessaire, des produits à plus forte valeur ajoutée vers toute l'industrie cosmétique mondiale qui recherche du beurre de karité depuis plusieurs décennies. Voilà un domaine dans lequel nous avons des savoirs réels, mais sur lesquels on n'a pas réellement, on n'a pas mis l'accent, parce qu'on est assigné à cette fonction de pourvoyeur de matières premières brutes. Donc, l'ensemble des ressources endogènes, là j'ai parlé de la pharmacopée. Il n'y a pas de raison que des grandes firmes multinationales soient capables de tirer de notre pharmacopée eh bien, des brevets ou des solutions qui fonctionnent, et que nous-mêmes ne soyons qu'à l'arrivée des fournisseurs d'informations. Parce qu'on leur donne nos savoirs, où ils arrivent à nous les soutirer d'une façon ou d'une autre, et à l'arrivée, ben, c'est eux qui les exploitent et pas nous. Vous savez par exemple que cette boisson internationalement connue, qui est noire, qui est gazeuse, eh bien, c'est à partir de quoi? C'est à partir des noix de cola que dès le 19e siècle, dans les Amériques, on a découvert les vertus de la cola et qu'on a commencé à faire des boissons à la noix de cola. Plus tard, ça a donné donc Coca-Cola aux États-Unis. Mais ça part en réalité de ces noix qui sont utilisées en Afrique de l'Ouest et qui arrivent dans les Amériques dans le contexte de l'esclavisation des Africains. Donc les Africains sont esclavisés, mais ils amènent avec eux, ils font un transfert de leur savoir et de leur technologie, qui dans un environnement plus industrialisé, ces technologies vont donner le riz Uncle Ben's par exemple, et vont donner le Coca-Cola entre autres. Donc il est évident que ces savoirs, les Africains auraient pu, ou auraient dû, ou devraient les utiliser déjà pour eux-mêmes aussi. Donc, je me suis tourné vers Fanon, je me suis tourné vers James Baldwin, je me suis tourné vers Césaire, et je me suis tourné vers beaucoup d'autres, plus récemment vers toute une littérature nord-américaine comme Tommy Curry, comme Lewis Gordon, comme Frank Wilderson, Jared Sexton, toute une flopée d'auteurs fondamentalement intéressants et qui pensent la question noire à la fois avec des arguments, mais des arguments enracinés dans une expérience raciale dont ils ne cessent de tenter d'examiner les origines, dont ils ne cessent de voir les implications sociales, théoriques, politiques. Et cela, c'est quelque chose qui était pour moi très précieux et j'ai voulu m'inscrire dans cette tradition-là. Ce que j'ai tenté de faire, c'était d'une certaine façon de noircir la philosophie ou tenter d'une part de redécouvrir toute cette tradition de pensée qui en réalité date de l'abolitionnisme, parce que moi ce qui m'intéresse c'est la pensée noire en tant que pensée noire, c'est-à-dire en tant que pensée qui a été noircie, en tant que pensée qui a été marquée par cette balafre fondamentale qui est la traite transatlantique. Bien entendu, je m'intéresse également à la pensée africaine précoloniale. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a été bouleversé avec la traite transatlantique. C'est-à-dire que l'Afrique ne pourra plus jamais redevenir ce qu'elle fut. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne retrouvera jamais sa grandeur, bien entendu. Mais on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Il y a quelque chose qui s'est produit. Les Africains sont entrés dans le navire négrier comme des Igbo, comme des Yoruba, comme des Edo, et ils en sont ressortis comme des nègres. C'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre notre époque, et j'ai voulu réfléchir à la philosophie, à partir de la philosophie, avec la philosophie qui s'intéressait à cette question-là. So if we come to Africa then, the question becomes, what are the creative resources of power for Africans to understand, to bring to the lives of African people? Because it's a mistake to think that one shoe size fits all. Something that works very well in Europe might be a disaster in Africa. So African politics today needs to get out of the obsession with defining itself exclusively
according to the rules that were set up to construct European politics. You can't have a politics without the idea that you're going somewhere, you see? And what colonialism imposed upon many communities of Africa, many peoples, not only of Africa, but across the world, is the idea that they had no possibility. And because they had no possibility, it meant that they had to be governed or ruled. And this is crucial because many people confuse politics and government. You see, they're not the same thing. Mahmoud Mamdani had an insight into that. And it's not only Mahmoud Mamdani, in his book, Citizen and Subject, but Frantz Fanon, that was his position too. You see, to be genuinely political, you have to draw upon the resources of power to create possibility. That's what politics is about. And if you think about all the colonies, you notice most people, when they think about the colonies, they never think really about presidents and prime ministers or the people legislating. There are two things, and Fanon noticed this, but many others noticed it too. Walter Rodney noticed this. The two things that are thought of when you think about colonial societies are the governor and the police. That's pretty much it. And that's because the idea is to make colonies places that are empty of politics and only have rule. So a fundamental issue for African politics is actually to conduct African politics. You know what I mean? If you don't have that, then you're just simply receiving orders from your former colonial governors. Politics is about the outward social activity through which power is manifested. And this is crucial because unfortunately, a lot of people today are anti-power. And there was a time where people would talk about Black power, African power. And there are people today who are allergic to that, but they don't understand. If you don't have power, you can't do anything. Dans le champ politique, alors nous avons, si je ne prenais que la Charte du Mandé, on voit que la Charte du Mandé, bien sûr, a cette force dans la défense absolue de la vie humaine. Elle dit clairement, voilà, toute vie vaut une vie, aucune vie ne vaut une autre vie, n'est plus importante qu'une autre vie. Donc nos régimes politiques pourraient se construire sur les bases des valeurs comme celles défendues par le Mandé, la Charte du Mandé, comme celles défendues par la MAD, comme le Ubuntu, du point de vue de l'éthique. Mais ça a beaucoup d'incidences. Vous savez que dans la Charte du Mandé, par exemple, il y a un gardien de la forêt. D'accord. Le gardien de la forêt, ça a une implication, évidemment, en termes écologiques. Ça, ce sont donc des outils qui ont vocation naturelle à innerver, à inspirer les constitutions aujourd'hui, les constitutions politiques. Donc ça me semble renvoyer, en tout cas ça me semble être une piste possible dans la façon dont nous organisons politiquement nos sociétés. Il y a ce qu'on appelle le Sanankuya, que certains appellent cousinage ou parenté à plaisanterie, il y a plusieurs acceptions. En Afrique centrale, on parle d'Avousso, ça c'est vraiment au sud Cameroun, un petit peu au nord Gabon, etc. C'est un petit peu la même idée. C'est c'est le principe d'une parenté qui n'est pas une parenté de sang. Et cette parenté s'exprime par les moqueries et les railleries. Alors évidemment, quand on regarde de l'extérieur, on ne comprend pas trop. On peut être même très surpris de voir des gens qui ne se connaissent pas juste parce qu'ils se sont donné les noms de clans ou totémiques. Ils savent que ce sont des clans apparentés à plaisanterie. Ils ont pour règle, entre guillemets, de s'insulter ou de se moquer les uns des autres.
Alors bien souvent, en tout cas au sud Cameroun, bien souvent c'était le résultat en fait d'un accord de paix qui avait été signé entre des belligérants. Et donc pour éviter qu'ils soient en conflit permanent ou pour faire détendre les pressions et détendre les animosités, le principe d'une forme de raillerie, de moquerie, d'agressivité verbale est le principe qui régit leurs accords, qui régit leurs relations. Donc cette façon de rechercher la paix, rechercher des formes de consensus aussi, par exemple comme par la palabre, sont des éléments qui ont toute leur place dans les sociétés contemporaines et qui devraient pouvoir être organisés à des échelles différentes, mais qui devraient pouvoir servir. Ça, c'est une application dans le champ politique. Application possible, bien évidemment. J'ai tenté de réfléchir ça à partir des expériences militantes dont j'ai parlé, afro-décoloniales, à partir de confrontations avec les auteurs européens, à partir de confrontations avec les auteurs d'Amérique latine, et tenter de comprendre ce que signifie être noir aujourd'hui, et tenter de le comprendre à partir du point de vue qui était le mien, c'est-à-dire un point de vue français, un point de vue situé en France, avec des enjeux spécifiques, avec des objectifs particuliers qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux des États-Unis, même si dans les événements actuels, nous sommes dans une période qui est secouée partout dans le monde, partout en tout cas dans le nord global, mais également bien sûr dans des zones de forte diaspora noire comme le Brésil, secouée par les contre-coups de l'assassinat de George Floyd. Il y a donc, et c'est absolument clair et net, une unité expérientielle, une unité de l'expérience, une unité des combats militants, une unité de la volonté de ces diasporas noires à travers le monde. Pour moi, c'est ça que la mort de George Floyd prouve, c'est ça que la mort de George Floyd montre. Il y a une résonance des peuples noirs déportés, une résonance des peuples noirs descendants de travailleurs immigrés, une résonance de toute cette diaspora. Et la philosophie, la littérature, les arts ne sont qu'une expression de cela. Et ils expriment d'une certaine façon la même chose. C'est-à-dire, ils expriment la balafre de la déshumanisation de l'esclavage et de la colonisation et la volonté intellectuelle, sociale, politique de s'en sortir. So African politics, I would argue, requires not only the question of bringing creativity to political life, but also not to be allergic to power. The mistake people make is they confuse power with force. They think power is about militaries and money and all of that stuff. But you notice the way I talked about power was very different. Power is about being able to come to the table in a way that would render irrelevant the people who are trying to dominate you. And think about it. I always put it this way. What is the biggest fear of all racists? Let's just pick anti-Black racism. The biggest fear of anti-Black racists isn't whether Black people hate the racists. It's not whether Black people love the racists. The biggest fear of all racism is whether the racist becomes irrelevant. And if you think about it, the world in which people who hate Black people are irrelevant is a world in which Black people have power. If Africans are able to make the quality of life of African people and in fact set the conditions for all humanity to live better, then who cares if there's a bunch of people who are going to say they don't like us? As long as those people don't have power, we don't care. And that's the thing. So I would argue that's the fundamental issue right now about African politics, is to really become political.
Alors, qu'est-ce qui fait peut-être la différence entre les États-Unis et la France? C'est que aux États-Unis, ce qui est clairement central, c'est la violence directe et physique sur le corps noir exposé pour la terreur ou pour la jouissance des spectateurs. En France, évidemment, ça existe aussi. Je ne suis absolument pas en train de nier les violences policières, mais il y a quelque chose qui est peut-être plus central pour nous, qui est l'impossibilité de signifier, l'impossibilité de s'exprimer, l'absence quasi totale de représentativité ou d'intellectualité ou de présence de la parole et surtout des intérêts. Alors moi, c'est ce qui m'importe, c'est absolument pas la représentation, c'est absolument pas la visibilité, comme disent parfois les militants intersectionnels, etc. Ce qui m'importe, c'est pas d'être visible, c'est d'être audible. C'est-à-dire que les intérêts de la communauté noire, les intérêts du monde noir soient présents. C'est-à-dire la possibilité de dire nous, en tant que noirs, c'est-à-dire en tant que personnes qui subissons la négrophobie dans ce pays, nous pensons les choses sous cet angle. Nous estimons que telles mesures doivent être prises. Nous désignons tels adversaires politiques. Nous désignons tels alliés politiques. C'est ça qui m'importe. C'est-à-dire pas juste d'apparaître pour faire le tartempion à la télévision, mais véritablement d'avoir la possibilité de faire entendre une parole qui se dit elle-même comme noire et qui affirme la nécessité de prendre cette question noire avec son historicité, avec son passé et avec son avenir en compte. Et ici, c'est le point où véritablement le militantisme, la politique, d'une part, et la création intellectuelle, artistique, d'autre part, se rencontrent. C'est pas un hasard si beaucoup de militants noirs sont devenus des espèces d'icônes de pop culture, pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est parce qu'il y a, comment dire, cette espèce de fécondation culturelle qui est fondamentale et qui fait que la culture noire, mais aussi la politique noire sont absolument centrales pour comprendre la modernité, notamment pour comprendre le XXe siècle. C'est bien connu ça, il n'y a pas de musique noire, moderne, américaine, c'est-à-dire états-unienne, hors de la musique noire. Il n'y a rien, ça n'existe pas. Eh bien, je pense que c'est exactement la même chose pour la politique révolutionnaire nord-américaine. Il n'y a pas de politique révolutionnaire qui ne soit pas une politique noire. Vous n'en trouverez pas, ça n'existe pas. La révolution aux États-Unis, elle est noire ou elle n'est pas. Elle est noire avec des organisations blanches qui lui emboîtent le pas. Mais la voiture ouvreuse, d'une certaine manière, ou la voiture bélier, c'est toujours la politique, c'est toujours la pratique révolutionnaire noire. Il faut bien se rendre compte de cela, car même si on est encore au bas de l'échelle, les accomplissements sont grands, les victoires ont souvent été renversées rapidement, mais nous avons derrière nous une histoire de lutte, une histoire de pensée, une histoire culturelle dont je pense nous pouvons nous enorgueillir, et surtout, parce qu'il ne s'agit pas d'être simplement assis sur ses acquis et d'essayer de les faire fructifier, mais c'est quelque chose qui nous guide aujourd'hui et c'est quelque chose qui nous montre la voie politique et théorique pour l'avenir. Il y a des choses là auxquelles nous pouvons revenir, auxquelles nous devons certainement revenir sans cesse et dont nous avons à nous inspirer.